Allez, je vais travailler 1 heure mon acting et je vais devenir la plus grande actrice de tous les temps. Ces derniers jours, je me confronte à un défi tout personnel, travailler seul mon théâtre et galérer à le faire. Expérimenter l'acting, un podcast pour avancer ensemble par Éléonore Groseny. Les autres ont tout le savoir. Je ne suis pas compétente pour travailler seule, je vais me faire régresser. Travailler seul son théâtre, inutile au possible, voire même dangereux. Travailler seul, impossible, c'est un jeu de communication avec un partenaire. Voilà toutes mes croyances, celles qui ont conditionné ma petite vie d'étudiante comédienne jusqu'à peu, et on pourra s'accorder sur le côté paradoxal de ces croyances. 1. Que ce soit pour apprendre son texte ou faire une ébauche de direction d'interprétation, l'actrice doit forcément un peu travailler seule. 2. Même quand on a la chance d'être accompagné, on se confronte toujours au facteur de temps qui fait qu'on n'a jamais le temps de passer un individuel, parce qu'on est 15, parce qu'on a 3 heures par semaine, parce qu'on est tous différents. Et le nombre de fois où j'ai pensé pendant des vacances, après un cours, si seulement je pouvais faire un peu de théâtre toute seule, jouer, m'entraîner par moi-même sur cet exercice que j'ai trouvé trop incroyable. Mais vraiment, quel dommage que je sois toute seule, sans salle, sans partenaire, sans costume et surtout sans prof pour me dire quoi faire. Et puis un jour, j'en ai eu marre et je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas ? Je choisis la solution qui me permettra de ne pas être dépendante des conditions matérielles, de ne pas être dépendante du temps des autres, de ne pas être dépendante de quoi que ce soit à part de moi-même. Mais oh là 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 là, il m'a fallu 2 semaines avant de vraiment réussir à m'y mettre. Parce que la super grosse montagne que c'est de travailler toute seule, le stress, les doutes, je suis pas prof et je sais vraiment pas quoi faire. Et puis, je sais pas où me mettre concrètement pour travailler. Ma chambre, c'est trop petit. Le salon, on peut m'entendre. Et imagine, je fais mal et je perds tous les progrès que j'ai déjà faits. Et alors, sous ce grand saut d'émotions qui se déversait sur ma tête en continu, je n'ai pas bougé. Je suis restée bien sagement sous le seau à essayer de tout planifier, de tout bien contrôler, de tout bien encadrer pour que, quand je me lance, je n'ai plus à réfléchir. J'ai fait ça pendant 2 semaines. Et ça n'avançait pas, évidemment. J'en ai eu marre, 2e fois déjà sur ce sujet et certainement pas la dernière, et je suis passée à l'action. Et waouh, mais waouh, quel soulagement purée. Vraiment, le premier truc que j'aurais dû planifier, c'était de faire. Alors j'ai quand même planifié un truc, juste un seul, j'ai planifié mon objectif de travail. Parce que, on dirait pas, mais en vrai, c'est quand même plus simple de travailler sur désosser la carapace sociale exhibée dans le jeu pour revenir à l'essentiel, le corps, plutôt que de travailler sur « je veux devenir une super méga giga super actrice ». Alors, désosser la carapace sociale exhibée dans le jeu pour revenir à l'essentiel, le corps. Concrètement, la carapace sociale dans le jeu, pour moi, c'est l'association des sentiments de honte, de peur du regard des autres, d'envie d'être originale, d'être différente, d'envie d'être gentille, d'être parfaite, autant de choses qui s'associent pour donner le boss final, le besoin de contrôle absolu tout le temps et partout. Et ce besoin de contrôle a chez moi 2 conséquences. 1, je me fige et je suis pas du tout spontanée dans le jeu. 2, conséquence ou origine du premier, je suis complètement déconnectée de mon corps. C'est-à-dire que je suis tellement distante de mon corps que je peux dire mon texte avec le même accent tragique que je sois assise sur une chaise, debout sous un projecteur ou au milieu de mes camarades qui hurlent. Et si cela m'a d'abord paru comme un avantage, ça s'est finalement révélé être un problème parce que ce que je dis n'est pas vivant, puisque ce que je dis n'évolue pas avec ce que je suis, ce que je fais là, à l'instant T. D'où la 2e partie complémentaire de mon objectif, le corps. En fait, j'ai bon espoir qu'en reconnectant les câbles de mon corps, je puisse lâcher mon cerveau, c'est-à-dire arrêter le contrôle absolu finalement, et devenir la comédienne que je suis, et surtout pas celle que je m'imagine qu'on veut que je sois. Bon, vous me suivez ? Je récapitule. Objectif numéro 1, apprendre à travailler toute seule. Mais, comme pour travailler, il faut un sujet, objectif numéro 2,
désosser la carapace sociale exhibée dans le jeu afin de retourner à l'essentiel de ce qu'on est, d'où l'objectif numéro 3, reconnecter avec son corps. C'est bon pour vous ? Et ça tombe bien parce que cet objectif, cette phrase, c'est la traduction condensée de ce que tous mes professeurs disent, ce qu'ils ont tous essayé de débloquer chez moi, sans succès fou. Et au bout d'un moment, je me suis rendue à l'évidence. Il n'y aura pas de chevalier en armure rutillante sur son cheval blanc qui combattra ma peur à ma place parce que c'est moi qui dois me dépatouiller avec ma peur toute seule. Chouette, hein ? Ce serait quand même plus simple avec le chevalier, mais bon, c'est la vie. Bref, je disais, passons à l'action. Lights, camera, action. Comment est-ce que je travaillais jusque-là quand il fallait que je prépare une scène, par exemple ? D'abord, je me lançais dans ma séance de travail sans aucun objectif précis et concret de travail, de temps ou de résultat. D'une certaine façon, excusez l'image, j'étais à poil dans la fosse aux lions. En plus, j'idéalisais tous les exercices, tous les détails du travail, tout ce qui touchait au théâtre était exceptionnel et absolument inabordable au commun des mortels, dont je fais partie, évidemment. Et puis enfin, je travaillais en m'imaginant ce que le public voyait, ce que mes professeurs diraient. En fait, je voulais diviser mon cerveau en deux, moi qui travaille d'un côté, et moi qui est en face, et qui regarde de façon tout à fait objective quelqu'un qui n'est absolument pas moi, d'un autre côté. Je vous cache pas que, en général, moi qui fais devenait la marionnette de moi qui juge. Et donc voilà la recette parfaite pour se retrouver découragé avant même de commencer à travailler. Essayez une fois de faire une séance comme ça et je vous parie que vous y réfléchirez à 2 fois avant de recommencer. Mais n'ayant pas d'autres repères, je suis partie de ce que je connaissais et j'ai tenté une réforme pour rendre cette méthode, si on peut dire, viable. En pensant à mon objectif de reconnexion de corps, j'ai eu l'idée de dissocier le travail du corps du travail du reste, c'est-à-dire d'interprétation, de texte, de voix, d'intonation, de mise en scène. Et j'ai commencé par le travail du corps. J'ai pris l'image mentale que j'avais de mon personnage et j'ai essayé de calquer cette image sur mon corps, de trouver la démarche, la posture, la façon de lever une main. Concrètement, j'ai marché en rond dans mon salon en imaginant à quoi ma posture ressemblait et je changeais les paramètres qui ne correspondaient pas à l'image que je voulais. Je décidais de lever plus la hanche gauche que la hanche droite. Je décidais d'avoir un auriculaire levé, je décidais de bomber la poitrine, je décidais de marcher en traînant des pieds. Bref, je décidais des trucs, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Si je m'arrêtais, je devais tout recommencer. Si je perdais une seconde ma concentration, patatras, explosion, plus rien, zone à reconstruire. J'ai donc forcé cette démarche, cette posture, ces mimiques, ces tics pendant un certain temps en me disant qu'en faisant ça longtemps, ça s'intégrerait et qu'au final, ce ne serait plus qu'un interrupteur à mettre sur on ou sur off. Au bout d'un moment, j'ai décrété que j'en avais marre, 3e fois dans cet épisode, et qu'il était temps de rajouter le reste. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai ajouté à ma surchauffe mentale le texte, plus l'interprétation, plus la mise en scène, plus la voix, plus l'intonation. Et puis, mon cerveau en a eu marre, 4e fois dans cet épisode, et m'a gentiment fait comprendre par une vague d'angoisse conjuguée à un tsunami de fatigue qu'il était temps de s'arrêter et de changer de stratégie. Et puis, jamais 203, la 3e vague est arrivée, le découragement. Vous l'aurez peut-être compris, je m'y prenais pas vraiment de la bonne façon. Je fonctionnais toujours avec une approche extérieure. Je veux ressembler à l'image de mon personnage. Je forçais, conformément à la fameuse croyance de « si t'es pas fatigué quand t'as fini de travailler, c'est que t'as pas fait assez ». J'étais dans un contrôle permanent qui n'avait pas changé au fond. Je décidais de changer la hauteur de ma hanche, je décidais d'ajouter le texte et surtout, je continuais à me regarder de l'extérieur. Mais cette fois-ci, de façon plus pernicieuse, en me faisant croire que le regard extérieur était une sensation du type « non mais je sens que par rapport à l'image que j'ai de mon personnage, il faut que sa hanche soit plus haute ». Vous voyez le truc, ma réforme n'avait pas changé grand-chose. Je continuais à être dans l'hyper-contrôle puisque finalement, je décidais de tout arbitrairement en me donnant bonne conscience grâce
à des sensations sorties de mon chapeau. Et en plus, ces sensations, entre guillemets, étaient en fait une excuse pour me conformer à une critique extérieure. Conclusion de l'essai numéro 1, c'est clair, ce n'était pas la bonne approche. C'est clair aussi, je n'ai eu aucune vraie sensation, ce qui expliquerait que je n'ai pas pu enregistrer la forme de corps que je souhaitais intégrer. Je veux dire, une fois qu'on a touché du bois par exemple, qu'on a remarqué la texture fibreuse, la dureté relativement molle, qu'on a senti les échardes et qu'on nous a dit que cet ensemble de sensations-là était du bois, il y a un moment où on n'a plus besoin d'enregistrer que quand on touche du bois, on touche du bois. Donc, avec mon histoire de hanche plus haute, évidemment que je sentais ma hanche qui était plus haute, mais comme j'étais dans un rapport totalement extérieur à mon corps, c'est comme si finalement je fonctionnais comme une marionnette inanimée. Or une marionnette, elle n'a aucune capacité d'autonomie et de mémoire. Ma méthode de travail numéro 1 était une impasse qui m'a menée à un grand mur bien solide puisque la réforme de ma méthode de travail s'appuyait sur un principe erroné et donc je n'obtenais aucune amélioration. Et comme personne n'était là pour me dire que ce mur était là pour une bonne raison, je l'ai confondu avec une limite, quelque chose qu'il faudrait détruire pour avancer. Et donc je me suis échinée à détruire ce mur qui n'a pas bougé d'un pouce, et heureusement. L'inconvénient de travailler seul, c'est qu'on découvre des murs, des impasses, qu'on doit apprendre à retourner de là où on est parti pour trouver un autre chemin. Mais c'est aussi un avantage, parce que maintenant je connais un peu mieux la cartographie de ce que je représente. Je sais que ce chemin 1 n'est pas quelque chose qui fonctionne pour moi. Et c'est super, parce que maintenant je sais ce que c'est, à quoi ça ressemble, et je sais que c'est une voie sans issue. Génial. Observons le mur et la géographie du chemin pris pour essayer de trouver un autre chemin un peu mieux. Alors, premier apprentissage, je dois complètement changer de méthode pour me dépayser. Jusque-là, j'avais voulu garder les éléments que j'utilisais habituellement et juste diviser le travail du corps et du reste. C'était un peu léger comme réforme. Deuxièmement, le plus important, je comprends beaucoup mieux ce que n'est pas une sensation. Ce qui me permet, par extension, déduction et opposition, de mieux comprendre ce que je dois chercher. Je dois chercher quelque chose qui n'est pas made in my tête, mais quelque chose qui est 100% made in my corps. Et un indice que j'ai trouvé pour différencier les deux, parce que bon, la publicité mensongère, vous connaissez, où on croit que c'est un truc, mais en fait non. Bref, donc, le premier indice que j'ai trouvé pour différencier les deux, c'est que le made in my tête, il est souvent associé à de la fatigue et à quelque chose de déjà vu. Par déjà vu, je veux dire, non pas qu'il faille forcément et toujours faire différent, mais quand quelque chose semble venir d'un cliché, d'une représentation extérieure, du déjà vu. Et si cet indice n'est pas suffisant, autre caractéristique du made in my tête pour moi, l'impression d'être un cerveau volant qui dirige son royaume, le corps. Autant dire que c'est pas franchement connecté, quoi. En fait, je dois diviser mon travail d'une façon qui me permette de trouver le made in my corps. On pourrait se dire que mes sensations corporelles sont les fondations de mon jeu, le fond, la base, ce sans quoi rien ne peut se passer. Et on pourrait aussi dire que la technique émotionnelle de déplacement, de personnage, est la forme, la maison posée sur les fondations, ce qu'on veut voir. La maison sans fondation n'est pas stable et dangereuse, une technique sans corps c'est artificiel et ça sonne faux. Les fondations sans maison n'ont pas d'intérêt et sont assez inutiles. Un corps sans technique, ça donne monsieur tout le monde. Perso, ça me semble pas mal comme division. Juste un petit détail, dans la mesure où non, je ne construis pas une maison, mais oui, bien mon jeu d'acteur, je peux construire ma technique, ma maison, en parallèle de mes sensations corporelles, mes fondations, et assembler les deux quand chacune seront finies. Et c'est quand même plus pratique. Passons au chantier. Et oui, je vais continuer sur ma métaphore de maison, ne m'en voulez pas. Pour chaque construction, il me faut des chefs de chantier, des exercices si vous préférez. Heureusement pour moi, j'ai travaillé pas mal d'exos en cours que j'ai pu remixer et adapter aux besoins du travail. Pour le fond, les fondations, j'ai un exercice, danser en musique, ou en tout cas bouger, marcher, faire ce qu'on veut sur de la musique. Est-ce que j'aurais pu faire ça en boîte ?
Peut-être. Mais en même temps, est-ce que en boîte, il n'y a pas toujours l'idée soit de séduire, soit de paraître cool, soit de paraître complètement déchaîné, bref, de paraître et de contrôler notre image. L'objectif, bah, c'est laisser son corps vivre et laisser son mental se reposer bien tranquillement. Concrètement, je me suis mis une musique de 5 minutes et j'ai essayé de laisser faire. Le challenge, réellement lâcher. Accepter de se montrer tel qu'on est, sans chercher à être stylé, original et tout et tout. Et croyez-moi, c'est pas simple, surtout pour quelqu'un dont le cerveau ne sait pas faire autre chose que juger et ordonner. Maintenant, pour la forme. La maison. J'ai 3 exercices. Le premier, pompeusement, la conscience du corps. L'objectif, se plonger dans les sensations de chaque morceau de notre corps. En pratique, je décide, par exemple, de mettre l'intention de conscientiser mes pieds. Si je rigole, c'est parce que on m'a chatouillé les pieds. Ou parce que ce que je dis fait rire mes pieds. C'est un peu étrange, dit comme ça. Mais c'est en fait très concret. L'objectif, c'est d'enlever l'intermédiaire du cerveau, tirant des émotions, en se concentrant sur une partie du corps. Au fur et à mesure, j'ai même remarqué que je réagissais différemment en fonction de la partie du corps que je conscientisais. Le challenge, c'est juste de ne pas perdre sa concentration d'intention, même s'il ne se passe rien, entre guillemets, ou si au contraire il se passe beaucoup. Deuxième exercice, une émotion égale un chemin de sensation. L'objectif, c'est de trouver un chemin physique de déclenchement émotionnel. Par exemple, j'ai voulu trouver un moyen d'avoir les larmes aux yeux. J'ai d'abord essayé de me rappeler les moments où ça m'arrivait, pas pour reconvoquer les situations et me mettre à pleurer parce que ça me fait souffrir, plutôt pour me souvenir de l'état de mon corps. Est-ce que j'étais détendue? Est-ce que j'avais l'orteil droit contracté? Une hanche décalée? Alors vous remarquerez que pour réussir cet exercice numéro 2, il faut être passé par l'exercice numéro 1. Résultat, si je lâche les épaules et le plexus solaire, hop, j'ai les larmes qui montent. Par contre, le challenge, c'est d'écouter vraiment ces sensations et pas de les sortir par magie du chapeau. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on l'a, normalement, c'est pas compliqué à reproduire. Et enfin, le dernier exercice, l'imagination du corps. Ça paraît de plus en plus abstrait, mais non d'exercice. Objectif, être capable d'adapter son corps et ses sensations au rôle que l'on a et à la situation. Concrètement, je me suis imaginée à l'enterrement d'une inconnue. J'ai laissé mon imagination rassembler les éléments du décor sans chercher à faire quelque chose de parfaitement conforme à la réalité. C'est-à-dire que je sentais beaucoup de monde assis à côté de moi, mais il n'y avait qu'une vieille femme dans la salle. Et j'ai réagi à la situation très sincèrement. Résultat, larmes et tristesse. Le challenge, c'est d'être patient. Si on provoque, qu'on force les choses, c'est foutu. Aussi, ne pas céder à la solution de facilité qui est « je pense à un vrai souvenir personnel ». Et enfin, lâcher l'envie de représentation de la réalité parfaite de la situation. La différence avec ce que je faisais avant, c'est de ne pas chercher à imaginer, mais de laisser venir. Et donc, laisser aussi venir les incohérences. Par exemple, ce fameux truc que j'ai senti beaucoup de monde, alors que concrètement, je ne voyais qu'une seule personne. Et on pourrait dire que cet exercice, c'est la continuité du chemin émotionnel, mais cette fois guidé par une situation. Et bien tout ça, c'est un beau programme que j'ai répété quotidiennement, plus ou moins longtemps, plus ou moins de fois, avec plus ou moins de résultats. Et comment vous dire, ce fut un grand succès. J'ai vécu des trucs que je ne pensais pas vivre avec ces exercices. J'espérais les vivre, mais j'y croyais pas vraiment. En fait, au-delà des objectifs réels des exercices, se libérer de soi, se connecter à son corps, trouver des chemins émotionnels et imaginer pour réagir, je me suis surtout confrontée à moi-même. Et j'ai compris que tous les faux pas, toutes les galères que j'avais jusque-là étaient dues à 2 problèmes. 1, la peur de se montrer, et 2,
la violence que représente pour moi le fait de se connecter à mes sensations. Je voulais montrer mon travail à ma famille pour avoir un avis, résultat je me liquéfiais en petite fille toute timide. Ou alors, à chaque fois que je me connectais pour la première fois à une partie de mon corps, la hanche droite par exemple, bam, malaise. Et non, je n'exagère pas, malaise. Et le pire, c'était que quand j'étais connectée à mes sensations, je sentais ma peur de me montrer et que j'étais coincée dans ma petite prison mentale, sans air et sans rien. Mais j'avais beau sentir tout ça, c'était un casse-tête insoluble pour sortir. Mais bon, même si je suis pas encore sortie, j'ai quand même limé 1 ou 2 barreaux. Je tiens à le dire. Et c'est pour tout ce qui m'ont fait vivre et continue à me faire vivre que je considère ces exercices comme mes gammes de comédienne, comme mes exercices incontournables. Grâce à eux, j'ai expérimenté pour la première fois la joie inébranlable du comédien. Cette chose jusque-là chimérique pour moi, la joie du comédien s'inscrit dans la théorie selon laquelle le comédien, peu importe ce qu'il joue, doit toujours ressentir du plaisir à l'intérieur, même s'il joue le plus grand des drames. Et j'ai ressenti ça, ou quelque chose que j'identifie comme tel. C'est un sentiment vraiment incroyable. Quand j'étais en train de parcourir le chemin de la rage, mon corps s'est lâché d'un coup et je bougeais avec un corps complètement enragé, je peux pas le décrire autrement. Et c'est à ce moment-là que ça m'est tombé dessus. C'était un super méga kiff de sentir que mon corps était habité par un truc qui m'appartenait pas vraiment. La rage. Que j'avais plus vraiment de contrôle sur ce que je faisais ou disais. Les choses m'échappaient et c'était vraiment magique. Au fur et à mesure que je continue à faire ces exercices, mes gammes, ces moments se font de moins en moins rares pendant le travail. Je ne pense pas que j'aurais pu découvrir cette joie intérieure, entre guillemets, en cours. Alors certainement que mes cours m'ont aidé à y accéder, mais je pense que j'avais besoin d'être seule à l'abri des regards pour que je puisse être complètement libérée du sentiment de honte. Parce que quand je suis toute seule, je peux décider de ne pas me juger, de ne pas penser à ce que les autres vont penser. Je peux choisir de faire sans me poser de questions. Et je suis persuadée que c'est grâce à cette quasi-absence de honte que j'ai pu découvrir la joie du comédien et que je solidifie la sensation jusqu'à ce que je puisse être avec, sur le plateau, devant un public. Comme je vous le disais plus tôt, ce deuxième essai était un grand succès. Et maintenant, il faut avancer. C'est pour ça que je décide d'associer tous les exercices de mes gammes pour pouvoir, enfin, jouer mon texte, entre guillemets. Comme ces exercices sont ceux qui construisent les fondations et la maison, en les associant, je devrais avoir un bâtiment habitable. Dans les faits, j'ai commencé par le corps et la voix de mon personnage, comme je l'avais déjà fait dans mon premier essai, sauf que cette fois, j'ai fait un détour, j'ai choisi 2 parties de mon corps. J'ai choisi les pieds, qui me donnent un côté très terre-à-terre, qui peut même être menaçant, et qui me donne aussi plus de puissance vocale, et les hanches, qui me donnent un côté rusé, un peu dragueur, qui rendent ma voix plus grave. Une fois que j'avais bien mis mes intentions à ces 2 endroits-là, j'ai commencé à dire mon texte. Au début, c'était bien la galère d'être consciente de ces 2 morceaux, tout en disant correctement mon texte, mais c'est devenu de plus en plus facile assez rapidement. Et plus il était facile de rester consciente, entre guillemets, plus je décidais d'emprunter des chemins de sensations, d'émotions. Et puis, après pas mal d'heures de travail, émaillée de frustration quand je retrouvais mes anciennes habitudes, évidemment, j'ai réussi à tout mettre ensemble. Ma conscience et mes chemins émotionnels et sensoriels. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à retrouver quelques moments de joie intérieure. Mais il y a un après cette réussite, parce qu'il y a eu une rechute. Un moment où j'avais l'impression de tout faire mal, voire même de régresser. Et c'est à ce moment-là que je fais quelque chose de très très important quand on travaille seul. Je suis allée parler à un proche, une personne de confiance. C'est la carte Joker qui sauve des vies. Parce que je suis obligée de sortir de mon cerveau tout ce qui me passe par la tête et de les entendre dites à haute voix. Et en général, juste en entendant mes pensées, je trouve des solutions ou mes proches m'en suggèrent. Et c'est grâce à cette discussion de plus de 2 heures
que je me suis rendu compte de 2 choses essentielles. 1, quand on commence à marcher, au début c'est quelque chose d'exceptionnel, pour nous et pour les autres. C'est un défi à chaque pas, puis ça devient de plus en plus facile, jusqu'à ce qu'on s'habitue et qu'on ne se rende même plus compte qu'on marche. Avec les progrès, c'est pareil. Ce qui pouvait être la raison de cette impression de tout faire mal. Je m'étais peut-être habituée à ces sensations qui me semblaient si incroyables au début et qui maintenant devenaient la routine. Et puis, 2, les progrès ne sont pas linéaires, donc ce n'est pas parce qu'on a progressé quelque part et qu'on est passé à une autre étape qu'il ne faudra jamais retourner à l'étape d'avant. Il ne faut pas avoir peur de retourner à quelque chose de plus simple pour se retrouver, pour remettre les pendules à l'heure. En fait, il fallait peut-être que je retourne à mes gammes un peu plus pour retrouver le chemin de ce que j'avais découvert. Et ces 2 points sont très importants, parce que grâce à ces révélations, on peut le dire, j'ai pu remonter la pente et arriver à des résultats meilleurs que ceux d'avant ma rechute. Conclusion, parfois on recule d'un pas pour pouvoir avancer de 2. Alors finalement, est-ce qu'on peut travailler seul son acting ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que c'est crevant ? Est-ce que ça a un intérêt ? Alors, déjà on peut se mettre d'accord sur le fait que ce n'est pas dangereux. Pour preuve, je vais bien et j'ai fait des progrès. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut un peu réfléchir à ce qu'on fait. Se demander pourquoi on fait. Est-ce que c'est parce que c'est facile pour moi de faire ça ? Parce que ça m'éclate ? Parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire ? Parce que l'objectif n'est pas non plus de tomber dans nos facilités, nos défauts, et de les ancrer bien comme il faut. L'idée, c'est plutôt d'essayer des trucs là où on se sent normalement bien, à savoir chez soi. Deuxième chose, c'est vrai que c'est fatigant. Mais je trouve pas que ce soit plus fatigant qu'être en cours. C'est fatigant pour d'autres raisons, en fait. Quand je suis en cours, j'affronte la peur des autres, la honte, les regards. Quand je suis toute seule, je me confronte aux endroits où je dois progresser et à ma peur de l'inconnu. Évidemment, ça dépend de ce que vous faites en cours, mais pour moi, c'est même un peu moins fatigant qu'être en cours. Et alors, la question à 1 million. C'est possible de travailler son acting tout seul ? Ma réponse serait à moitié. Je pense que c'est possible sur une petite période, mais pas sur le long terme. Au bout d'un moment, on a besoin de quelqu'un qui remue les choses, qui nous donne une autre perspective, qui nous nourrit. Mais si je fais des recherches, que je lis, me direz-vous peut-être. Même là, pas sur le long terme. Peut-être que ça allonge le temps de la période, mais ça rend pas pour autant la méthode viable ad vitam aeternam. Quand vous lisez un livre, vous n'allez pas retenir les mêmes informations que votre voisin, par exemple. Donc, de parler à quelqu'un, de travailler avec quelqu'un, ça sera toujours nécessaire. Et puis, enfin, le théâtre est quand même censé se partager avec un partenaire, un public. Et ça ne s'invente pas quand on est tout seul dans sa chambre. Et je dis ça alors que je suis très convaincue des pouvoirs de l'imagination. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas viable sur le long terme qu'il ne faut pas le faire. Pour moi, il est même essentiel de travailler seule. C'est grâce à la combinaison de mes cours et de mon travail toute seule que j'ai pu faire des progrès, et ça, j'en suis certaine. Et puis, en étant toute seule, c'est là que j'apprends à me connaître, à m'apprivoiser, chose que j'arrive vraiment pas à faire quand je suis au milieu d'une foule de théâtreux. Et puis surtout, l'avantage de travailler seule sur une petite période, c'est que même si on se foire et qu'on s'en rend pas compte, et donc qu'on fonce droit dans le mur, on pourra toujours nous le dire avant qu'on soit amoché. Conclusion. Le travail de l'acting seul, c'est tout à fait possible et même nécessaire, mais sur une petite période. Et vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez déjà expérimenté sur le sujet ? Est-ce que vous avez des idées pour aller plus loin ? Je serais honorée d'en savoir plus et vous pouvez partager à l'adresse mail du podcast expérimenter.acting.contact@gmail.com. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier podcast d'Expérimenter l'acting.
Et si ça vous a plu, bonne nouvelle, ce n'est pas fini. Le podcast revient dans 15 jours avec un épisode d'interview sur ce thème, travailler seul. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Et si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez aussi mettre 5 étoiles. En attendant, expérimentons, osons, jouons et surtout, amusons-nous.